Bien, merci beaucoup d'être avec nous et merci à Dominique Debert d'avoir répondu positivement à mon invitation d'un entretien. C'est le premier d'ailleurs que nous faisons ensemble. Nous n'avons jamais encore eu l'occasion de faire ce genre d'exercice. Je connais le travail depuis déjà de nombreuses années et je suis ravi de pouvoir développer en fait la réflexion grâce à l'entretien que nous allons avoir, entretien public, ce qui est toujours un petit peu dans une veine différente de ce qu'on peut aussi échanger dans le cadre d'un atelier, quoique, parce que j'essaie de les emmener dans une espèce de situation où finalement on continue de bavarder. Alors, Dominique Debert, vous l'avez vu, est représenté par le stand, enfin par la galerie Jean Fournier, au niveau haut, mais alors je ne me souviens plus du numéro du stand A12. A12. À droite en entrant dans le salon. Alors, Dominique, le travail que tu fais, il est caractérisé de manière assez puissante, peut-être pas unique, par une action que tu fais avec un outil sur des supports qui peuvent varier. Cette action, c'est celui d'une perforation, un trou, pour dire les choses comme elles sont, et vous l'avez vu évidemment à l'écran. L'outil, alors il en est de toutes les sortes, et le support aussi. Alors ma première question, c'est comment est advenue dans le travail cette idée de la perforation ? Ça a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années. Oui. J'étais à l'époque encore étudiante. Donc j'étais dans l'atelier de Pierre Buraglio. Oui. Donc j'étais déjà dans un travail qui avait, on va dire, des formes économes. J'étais dans un très peu au niveau du geste. Donc il y avait déjà une sorte de radicalité, sauf que j'étais davantage dans un rapport illustratif. C'est-à-dire je me servais d'images récupérées à droite, à gauche. J'étais plus dans un rapport, on va dire, de palimpseste. Donc je couvrais de peinture, mais déjà la piqûre était déjà là. Mais il y a eu un an plus tard, un événement déterminant dans ma vie qui n'a rien à voir avec mon activité d'artiste. Donc j'ai été amenée, pour des raisons personnelles, à apprendre le braille. Et c'est ce qui a déclenché, jusqu'à aujourd'hui, cette aventure se poursuit, un travail d'altération, de trouer, une manière de malmener le support. Est-ce qu'on peut, sans être trop indiscret, mais parce que ça peut toujours éclairer la manière de regarder ton travail, la raison pour laquelle tu as fait cet apprentissage du braille ? Oui, alors à l'époque, c'était mon père qui était gravement malade, qui a perdu la vue. Oui. Et ensemble, donc, on a commencé cet apprentissage. D'ailleurs, je l'écris, donc il n'y a rien de très, très personnel aujourd'hui à en parler. Et lui, rapidement, il a échoué dans son aventure, on va dire, tactile. Donc il a davantage développé le son, enfin des choses. Mais moi, ça a été un déclencheur, l'occasion de modifier, on va dire, mon attitude au travail. Question du regard. Question du regard, bien entendu. Fondamentalement, oui, finalement. Exactement. Oui. C'est une espèce de préoccupation intellectuelle par rapport à l'idée du voir. Oui, alors on est dans un rapport peut-être le regard troué, les nucléations. Mais à l'époque, je ne gérais pas encore ce questionnement. Mais depuis toujours, on va dire, depuis une prise de conscience que le monde m'apparaît comme quelque chose de lisse, une surface qui, pour moi, n'a pas de profondeur. Il s'agit d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Donc vraiment, on va dire, de malmener l'écran pour aller visiter ce qui se passe vraiment, soit à son revers, soit de manière très, très lointaine. Donc c'est tout un travail, non pas d'artifice, la gestuelle est vraiment réelle, quasi très matérielle, réelle. Mais voilà, il y a plein d'enjeux, plein de jeux pour retourner cette surface lisse. Alors, ça pourrait tenir aussi, quelque part, dans la façon dont tu en parles,
si j'ai bien entendu, d'une posture aussi de voyeurisme, voir ce qui est derrière. Je me mets dans les deux situations de la personne qui fait advenir, donc qui donne à voir à l'autre, mais je me cache aussi derrière, donc c'est une sorte d'œilleton comme ça qui me permet de scruter. Donc je suis vraiment dans... Et là, tout d'un coup, je vais te couper peut-être un temps comme ça, parce que c'est oui. vivant en plus, mais comme tu dis œilleton et devoir, je suis en train de penser à Marcel Duchamp, étant donné. Oui. Est-ce que ça a été, étant donné, étant une installation absolument déterminante dans une certaine histoire de l'art contemporain et qui offre à voir, c'est le cas de le dire, une porte qui, je dirais, est fermée définitivement, et il faut donc se rapprocher et par l'œilleton aller découvrir ce qu'il en est, et on y découvre notamment peut-être cette fameuse mariée célibataire mise à nu par Duchamp dans un paysage. C'est assez violent, hein, parce que la figure est nue, comme s'il y avait eu un viol qui était passé. C'est peut-être le viol du regard. Oui, il y a effraction en même temps. Il y a effraction, tout à fait. Justement, alors est-ce que cette œuvre-là, c'est une œuvre qui a marqué ton regard, enfin ta réflexion par la suite, puisqu'au début, c'était pas par là que c'était posé. Franchement, non. Non, mais voilà, c'est bien. Non. Et ça peut être le discours critique qu'on tient sur ton travail, en revanche. Ça, je pense pas que tu le refuserais. Non, je le refuserais pas du tout. Non, puisque dans cet acte de trouer et d'ouvrir, jusqu'à il y a quelques années, je ne donnais rien à voir. C'était davantage... l'effraction de la matière, l'ouvrir pour elle-même, qui a mené une sorte de retournement, on va dire, du support, donc d'une situation, mais on était dans une sorte de vide abyssal. Et justement, là, je suis en train de... Enfin, je me dis depuis quelque temps que je pense avoir arrêté de trouer, de perforer, et que je suis davantage dans un acte de creuser. Alors, je ne sais pas si l'âge venant, mais c'est-à-dire que je propose des fonds. Alors ça, c'est complètement nouveau dans la recherche. Donc là, vous verrez les dessins. Il y a vraiment un travail sur la transparence. On est au plus près de la surface, mais on a presque envie de gratter pour aller voir ce qui se passe derrière. Et derrière, il y a une arrivée soit lumineuse, une couleur, une évocation sensible. Alors, est-ce que tu dirais que ton travail, au regard, enfin à l'écoute de ce que tu viens de dire, pourrait trouver sa place dans une façon d'épigone de toute la réflexion qu'avait posée dans un moment déjà un peu lointain, dans les années 70, le groupe Support Surface, avec ces deux mots, justement, support surface, et tout le travail de décortication de l'objet d'art lui-même. Est-ce que ta démarche à toi, tu la considères, disons, s'inscrire dans le prolongement de l'esthétique de Support Surface? Oui, complètement. Complètement. Oui, je me sens... post-impressionniste en ce moment et post-support surface. Post-impressionniste, alors ça m'intéresse ce que tu dis. Non, mais pourquoi pas, c'est en voyant l'exposition de Fautrier, j'ai eu le sentiment d'être dans ce prolongement. Comment ça? De capter comme ça des sensations dans la matérialité, dans cette forme de pétrir, dans de l'informel, mais qui a un support réel à l'origine. Mais tu es dessinatrice ou sculptrice? Alors, je suis peintre. Donc, tu te revendiques comme telle? Alors, depuis toujours, mais oui, je me sens profondément peintre. Alors, c'est vrai que les peintres me disent, mais non, tu es plutôt sculpteur. Et les sculpteurs te disent, mais non, tu es plutôt dessinateur. Pas de moi. Alors, dessinateur, on ne me l'a jamais vraiment dit. On ne t'a jamais vraiment dit, d'accord. Donc... Mais le dessin est partout, c'est vrai, aussi bien dans mes installations que différents supports. Arrive à un moment un rapport à la ligne et un dessin. Oui, parce que si je faisais allusion à la sculpture, c'est parce qu'effectivement, tu viens de le laisser fuser. Il y a dans le travail, non seulement le travail, je dirais, sur la surface, mais
une surface que tu mets volontiers en volume, comme vous avez peut-être déjà aperçu une image d'une installation, je ne sais pas si c'était celle du musée Échirolles, mais peut-être, où tu avais construit vraiment une architecture. À Brighton. Ah, c'est à Brighton, pas Échirolles. Et là, tu jouais quand même avec un autre élément qui est quand même aussi récurrent dans le travail, enfin, qui appartient finalement à la perforation lui-même, c'est la lumière. Ça, c'est la rédemption. Non, ça, c'est la rédemption, dit-elle tranquillement, alors que le mot est quand même lourd de conséquences. Oui. Alors, parle-nous de cette question. Non, mais je pense qu'il y a d'abord eu ce geste violent, ou tout au moins puissant, qui persiste toujours aujourd'hui, mais qui était une volonté presque pulsionnelle de stigmatiser le support. Donc c'était vraiment de l'ordre du non-contrôle, et c'était vraiment une lutte avec le matériau. Donc c'était vraiment une bagarre, et sûrement quelque chose de personnel à expulser. Et au fil des années, cette trouée s'est transformée justement en quelque chose sûrement de plus apaisé. Et la lumière est arrivée. Non, c'est pour ça. Non, mais je pense en même temps au film de Bruno Dumont, par exemple, qui est à la fois dans cette matérialité, dans ce gros plan, dans la terre qui est pétrie. Et à un moment, la grâce est là aussi. Alors, bon, j'y mets évidemment moins de spiritualité, mais la lumière est arrivée vraiment comme une ouverture et une forme positive, un rapport au monde autre. On a écrit d'ailleurs à ton sujet que tu ne contestais pas de rapprocher ton travail d'un rituel où se mêlent de façon exacerbée le corporel et le sacré. Oui, c'est aussi dans ce rapport à l'outil, dans sa conception et dans le moment de sa fabrication. En fait, je filme énormément. Alors, je me filme peu au travail. En fait, je trouve que ce n'est pas très intéressant puisque c'est vraiment bâti. Mes gestes sont bâtis sur une sorte de répétition très primaire et peu intéressante à mes yeux. En revanche, j'aime observer l'énergie de l'autre et comment s'élabore une œuvre, mais aussi la réalisation d'un outil. Donc au moment, par exemple, quand on travaille avec du fer, la prise avec le feu, enfin tous ces éléments premiers m'intéressent beaucoup. Donc c'est là où on peut peut-être y associer une sorte de sacré. Et en même temps, j'ai le sentiment en t'écoutant que tu nous parles de choses peut-être plus humbles que le sacré. C'est-à-dire qu'on est plus du côté de l'artisanat. Parce que la question de l'outil chez toi est vraiment une question centrale, puisque c'est cet outil qui va permettre cette perforation ou ce creusement. Et par rapport aux outils, je crois savoir que tu en es en quelque sorte volontiers une collectionneuse, que tu les recherches et que tu as aussi ce rapport, comment peut-on dire, de rudimentarité physique à l'outil. Tu es quelqu'un qui est originaire de Picardie, non ? Oui. Tu es originaire de Picardie, on connaît ce qu'est la terre de Picardie, tu vis en Picardie à moitié temps. Tu peux nous parler un peu de ce rapport de vie, je dirais, avec ce monde, peut-être pas de la ruralité, mais en tout cas, d'une expérience moins superficielle, je dirais, que ce que peut nous donner la vie urbaine. Complètement. J'ai l'impression d'être davantage moi-même, plus en Picardie, en baie de Somme. Mais c'est un rapport, on va dire, à l'espace. Donc un rapport physique qui me donne plus d'aisance. C'est vaste. En fait, j'aime la vastitude. Il y a quelque chose de très très large qui me convient. Et pour en revenir aussi à ce côté artisanal, alors, j'ai un énorme respect pour le travail manuel et la vie des artisans et tous les gestes que ça engage. Même si moi, je m'en sers parfois comme support, je suis plutôt dans alors c'est peut-être la contradiction, mais dans un rapport plutôt au mauvais geste. Donc depuis des années, je m'inspire de différents corps de métier, ce qui engage une fabrication d'outils. Une fabrication, pas une appropriation. Fabrication, parce que je travaille avec un ami ferronnier
qui m'a conçu par exemple des échelles avec des pics, des bobines perforeuses, des marteaux en forme de boule. Donc depuis des années, on a un échange comme ça où je lui propose un dessin, un croquis, qu'il s'accapare, ce qui amène une forme. Après, nous faisons ensemble des essais. Enfin, c'est surtout moi qui essaie l'outil. S'il semble me convenir, je le garde. Parfois, il peut rester des années dans un placard. Sinon, je m'en sers aussitôt. Mais je me rends compte au fil des années que ce sont les outils les plus modestes et les plus simples, les plus efficaces. Mais ce n'est jamais donc de l'ordre de l'appropriation d'un outil que tu trouverais sur un marché dans un petit village. Aussi. Ça peut se trouver, ça aussi. Oui, bien sûr. J'avais l'impression que l'appropriation d'objets existants était important dans ta démarche. Ça a commencé par les outils et les ustensiles existants, donc évidemment les outils chirurgicaux, scalpel, bistouri, ce sont mes outils fétiches. Sinon, les outils liés, par exemple, à l'horlogerie, les pointes à tracer, énormément d'ustensiles de cuisine, type, je sais pas, la roulette à pizza, d'ailleurs, qui a donné lieu à une fabrication d'énormes roulettes dont je me sers beaucoup aujourd'hui. Donc c'est vraiment, voilà, il y a vraiment donc ce rapport rural. Moi-même, mes parents étaient agriculteurs, donc je suis vraiment née à la ferme. Ouais. Bien que je sois pas très à la ferme, mais en même temps, j'ai des origines belges et mon grand-père était dans le textile. Donc je pense qu'il y a cette combinaison, ces deux mondes qui aujourd'hui, cette réminiscence qui refait surface. Qui refait surface et qui motive le travail. Le conduit. Oui. Donc, peut-être s'il y a message, mais je pense que ce rapport à la main ou ce rapport physique est vraiment une façon de nous mettre aussi en harmonie avec le monde. Moi, c'est une sorte d'équilibre, mais je ne pense que ça n'appartient pas qu'à moi. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore énoncé, ou que tu n'as pas encore énoncé, dans le cadre de ton travail, ou du moins dans sa nature, je dirais même, par le fait de la répétition, par le fait de la perforation, souvent la plume accroche le papier, c'est le mot écriture. Parce que, somme toute, ton travail procède de l'idée d'écriture, sinon du concept. J'ai toujours eu un intérêt, même enfant, pour le livre. Alors, j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours aimé l'objet livre. Donc ça, c'est quelque chose qui est constant depuis toujours, vraiment depuis l'enfance, et qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc j'envisage plutôt le livre déjà comme une sculpture, comme un objet à part entière, fermé, mais avec un contenu, je veux dire, là on est de l'ordre du mystère et du secret, et j'ai toujours aimé ouvrir le livre, donc ce qui m'amène maintenant même à le dépecer. J'allais dire à le désosser. Oui. À le malmener, mais là c'est une façon aussi de le sacraliser, de lui redonner une sorte d'aura. Donc, par exemple, à la galerie, je présente des albums de timbres, enfin des fiches qui proviennent d'albums de timbres, et c'est une façon aujourd'hui de faire mes adieux peut-être, je disais à la forme épistolaire, au timbre, puisque c'est quand même en voix, une autre histoire arrive. Donc oui, c'est une sorte d'hommage, je pense. Et quand tu dis une autre histoire arrive, cette histoire justement qui arrive, c'est-à-dire toute celle qui est portée par l'avènement des technologies, elle te préoccupe, elle t'accapare, elle t'interroge, elles vont t'entraîner à des formes, à des matérialités, à des résolutions plastiques auxquelles tu as déjà quelques idées ou pas? Oui, parce que je me confronte, je fais des mixages, donc je suis en train de m'approprier vraiment. J'écris évidemment aussi beaucoup, puis je me sers de InDesign, donc j'aime mêler comme ça qu'il y ait confusion. Donc les deux vont amener de nouvelles procédures. Mais tu te sers de InDesign, donc ce logiciel de graphisme, oui. Mais pour la réalisation de tes travaux? Alors, pas pour les dessins directement, mais de plus en plus, je m'intéresse aux livres d'artistes. Donc, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai donc une maison d'édition avec... Si, je sais, voilà. J'allais y venir, mais voilà. tu y viens, pardon, c'est parfait. Mais non, donc c'est très bien. Depuis 7 ans, avec 5 autres amis artistes, qui s'appellent Friville Édition. Et voilà, on questionne la forme du catalogue d'artistes aujourd'hui, quelle est sa place, quel type de texte on souhaite lire dans les catalogues, quel type d'image
souhaite-t-on... et puis la validité du catalogue aujourd'hui. Est-ce qu'un site internet n'est pas plus efficace? Il y a toutes ces questions qui arrivent. Donc je suis moi-même amenée à faire un travail de mise en page. Donc, par exemple, j'ai édité dernièrement, c'est Hermann, la maison Hermann qui m'a édité une monographie dont je suis fière, mais je la trouve un peu figée. J'en suis responsable puisque c'est moi qui en ai fait la conception. Elle est figée parce qu'elle est un livre. Parce qu'elle est un livre, mais parce que j'ai l'impression qu'il manque une phase, qui est la phase de la recherche. Quelqu'un qui est du mal j'ai vraiment des difficultés à regarder le travail achevé. Ce qui m'intéresse, c'est la question du faire, tout ce qui se passe à l'atelier, toutes ces procédures, et j'ai l'impression que ça n'apparaît que trop peu dans le catalogue, et qu'il manque sûrement des visuels, peut-être de moi à l'atelier, ou des signes de la recherche. Donc je suis en train de concevoir une nouvelle monographie qui va s'appeler Annexes et digressions. Donc j'annote le catalogue tel qu'il est aujourd'hui. Je le revisite. À nouveau, le palimpseste arrive, donc ce sera une autre histoire. Mais par contre, je le regarde comme quasiment une œuvre à part entière. J'oublie quel est son contenu, derrière, il y a mes propres œuvres. Donc voilà, ce sera une autre affaire. Mais le livre est là. Alors, pendant que nous parlons, défile donc à l'écran toute une série de travaux très divers, qui en appellent justement au livre, au cahier, à la feuille unique, on l'a dit, au volume, au carton, à toutes sortes de matériaux. Comment le choix des matériaux advient-il ? Ce sont des rencontres qui se font donc vraiment au fil des années. Donc, souvent, c'est de la récup. Donc, on est vraiment dans une forme de recyclage. Donc, ça peut être dans les braderies. Au départ, c'était vraiment les vieux livres. Mais maintenant, donc, les documents, les archives. D'ailleurs, j'ai pas mal de proches là, qui sont en train de me donner leurs archives, leurs plans, pensant que je pourrais peut-être en faire quelque chose. Je pense que j'ai au moins une dizaine d'années de travail devant moi dans ma revisite d'archives. Donc des rencontres, mais aussi des produits neufs. Donc je peux très bien aller chez Rougier Play, découvrir un support, mais il faudra qu'il ait une épaisseur particulière ou une couleur particulière, un grain. Donc c'est la première chose. Faut vraiment, je suis à l'écoute, très réceptive, à un support. Donc papier en général, carton. Mais depuis plusieurs années, je travaille aussi sur un autre plan qui est le polystyrène, donc le polystyrène extrudé. Donc j'ai un faible vraiment pour les matériaux un peu ingrats, moches, qui normalement sont planqués. Donc par exemple les cartons. En plus les cartons, j'ai beaucoup travaillé avec parce que je trouve que le carton résiste au temps. On connaît le carton depuis très longtemps et j'ai l'impression qu'il va rester. Quand tu travailles avec un matériau, tu t'intéresses à son histoire ? Parfois, par exemple le polystyrène, oui, j'ai un fournisseur qui m'a expliqué comment il était fabriqué. Et cette charge mémorielle, elle est importante oui. Dans la façon dont le travail advient sur ce matériau ? Oui. Donc il y a quand même la petite histoire ou l'anecdote de comment il est fait, de où il vient, qui m'importe. Et même cette histoire m'incite à agir d'une manière particulière sur lui et avec lui. Donc même parfois ça peut être son nom, un mot, voilà. Donc il y a un déclencheur, mais qui n'est jamais, ça part jamais de rien. Alors tu parlais d'édition tout à l'heure. Est-ce que tu pratiques aussi l'estampe ? Oui. Ou est-ce que c'est une modalité qui est en dehors du champ du travail parce que dans le multiple ? Non, alors j'ai un grand intérêt pour le multiple parce que je le considère presque comme un original à part entière, puisque ça devient une technique, les techniques, la sérigraphie, la gravure, qui aujourd'hui ne servent plus à multiplier seulement, mais qui ont leur propre spécificité. Donc je m'en sers vraiment comme une technique à part entière. Alors de la gravure, j'en ai fait pendant plus de 4 ans. Donc j'y reviens maintenant, mais par le biais des gaufrages, ce qui est autre chose. Sinon, je m'intéresse à la sérigraphie, la litho. Donc souvent, ça me sert à démultiplier une figure, mais je réinterviens dessus manuellement. Voilà. Donc je questionne cette question de l'unique, de l'original.
je peux travailler au revers de ce multiple. Donc à nouveau, ça devient une histoire personnelle. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure, dans l'époque déjà lointaine, évidemment, de ta formation, de Pierre Buraglio. Mais je voudrais que tu précises un petit peu cette formation, précisément. C'est une école d'art, c'est l'école d'art à Paris. Oui. Comment elle s'est faite, cette formation? Donc j'ai commencé déjà aux Beaux-Arts d'Amiens quand il y avait encore une école d'art, donc j'y suis restée 2 ans. Et ensuite, il fallait poursuivre dans une autre école. Donc à l'époque, je voulais aller à Paris. J'étais pas campagnarde, mais je voulais aller à Paris. Donc j'ai tenté le concours, bien qu'on m'ait énormément découragée, aux Beaux-Arts de Paris et de Rouen. D'accord. On m'avait découragée pour Paris parce qu'on me disait qu'à l'époque, c'était très académique. Et à l'époque, moi, je ne dessinais quasiment pas. Je refusais un peu, de manière très intuitive, le travail d'observation parce que ça m'ennuyait, mais à un point. Donc j'ai quand même tenté le concours aux Beaux-Arts de Paris. Et j'ai un souvenir justement de l'épreuve de dessin où on avait un modèle vivant, une étude de modèle vivant, et cette épreuve durait plus de 3 heures. Donc on devait dessiner sur un format raisin. Je m'y suis prise, moi qui avais horreur de ce genre. Enfin, c'est pas que j'avais horreur, c'est que je voyais absolument pas l'intérêt. Donc j'ai dessiné et j'ai quand même eu le concours, mais on m'a montré par la suite ce que j'avais fait. En fait, j'avais fait une énorme tête qui faisait, je sais pas, peut-être 20 cm avec un corps minuscule. Et j'avais eu 1 sur 40. Donc ça bon, je vous raconte ça parce qu'on est au salon du dessin. Mais je crois qu'à l'époque, je ne comprenais pas les enjeux de ce type de dessin. D'accord. Ce qu'aujourd'hui, je comprends davantage dans un rapport à nouveau de saisir le monde, un rapport d'observation, un rapport d'échelle. Mais à l'époque, j'étais vraiment très hermétique. Donc les Beaux-Arts de Paris... Donc c'est à cette époque-là que tu étais chez Buraglio. Oui. Et puis alors, il y a eu une période qui est quand même très importante, je pense, dans ton histoire, pour la connaître un peu. C'est celle où tu as été l'assistante de l'une des plus grandes figures de l'art contemporain, une grande dame qui nous a quittés en juillet dernier, qui est Pierrette Bloch. Oui. Donc pendant longtemps, non, je crois. Pendant, oui, plusieurs années. Donc c'est quand même suite, justement, c'est Pierre Buraglio à l'époque qui me l'a présenté, puisque je cherchais un travail. Je travaillais dans une boutique de vêtements, je fais la pub, Marité François Girbeau. J'en parle parce que j'étais aussi dans ce monde et j'étais tout le temps aux Beaux-Arts habillée en Marité François Girbeau. C'est chic. Voilà. Ça faisait chic. Mais, ça faisait chic. Bon, j'avais envie de changer un peu de job. Mais donc, Pierre Buraglio m'a présenté Pierrette qui cherchait donc un nouvel assistant parce qu'il voyait déjà des affinités dans notre travail. Je recouvrais de petites mailles d'encre, des cahiers, des herbiers. Donc j'étais vraiment dans une sorte d'écriture. Un peu obsessionnelle aussi. Oui. Répétitif et obsessionnel. Donc voilà, ça a amené à rencontrer Pierrette avec qui j'ai travaillé pour longtemps. On n'a pas jamais eu l'occasion, je crois, de développer, mais ça m'intéresse que tu nous dises un petit peu quelle était exactement la tâche que tu avais à ce moment-là auprès de Pierrette Bloch. Et en quoi elle a influé ou non ton travail? Je pense que Pierrette Bloch et Buraglio ont influé. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je ne les avais pas rencontrés. Ça a été 2 rencontres. Donc par rapport à ce qu'ils faisaient, enfin je ne parle pas humainement bien entendu, mais dans une recherche. Pierrette, c'est complexe parce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc je pense qu'elle avait réellement besoin d'une présence pour travailler. Donc c'était, on va dire, j'étais une oreille. Et nous passions beaucoup de temps, même l'après-midi, à regarder ses dessins, à essayer de faire des assemblages. Moi, je triais des diapos, mais on peut dire que j'ai trié les mêmes diapos. Parce mais ce qui était assez passionnant, c'est que nous partions quand même ensemble installer donc, ces expositions. Donc ça a donné, je suis partie à Grenoble, à Beaubourg, enfin, on voyageait ensemble. Et qu'est-ce que tu as appris de cette fréquentation quand même qui a duré plusieurs années? J'ai appris à quel point il y a une relation entre ce qu'elle donnait à voir, ce qu'elle faisait et sa vie. Et on est aussi dans quelque chose de très silencieux, de muet. On est devant l'œuvre et
c'est du peu, mais c'est de la présence. Voilà, il y a quelque chose. Donc j'ai appris ça. Alors entre le muet d'un côté et l'aveugle de l'autre, c'est quand même sérieusement lourd. Bah, surtout que maintenant je suis quand même de plus en plus bavarde. À l'époque je parlais très peu en plus, mais je me suis déridée au fil des années. Non mais voilà, j'ai appris cette économie, elle reste. Oui, il y a quelque chose. Pierrette, c'est un environnement, c'est une personnalité, donc c'est une totalité. Enfin, elle faisait vraiment corps avec son travail. Donc, Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que ça a joué en modèle pour toi? Non, non. J'ai jamais eu. Non, mais j'ai jamais eu. Non, elle n'a pas été un modèle. C'est son travail qui vraiment m'habite toujours. Je suis vraiment. C'est plus un exemple alors. Oui, c'est une totalité, vraiment. C'est une osmose entre ce qu'elle était. Oui, mais cette totalité à ton égard, comment elle opérait? Moi, je la regardais. On peut pas dire, j'étais dans un poste d'observation. Donc, ce que je dis aujourd'hui, à l'époque, j'étais incapable de le traduire, puisque j'étais là en tant que jeune artiste. Donc, je me mettais vraiment en retrait. Mais je pense qu'il a fallu un moment arrêter cette collaboration pour que je puisse, moi, trouver ma place. Parce que sinon, elle t'enfermait? Non, mais je pense risqué de t'enfermer? Je pense pas, mais je pense qu'on ne peut pas être assistant toute sa vie de quelqu'un. Sinon, ça nous met avant tout dans la position d'assistant. Mais donc, quand on a arrêté ce travail commun, là j'ai pu affirmer. Donc, ça veut dire que tu avais une forme de conscience d'avoir une œuvre à bâtir. Oui. En fait, j'ai jamais autant travaillé que quand je travaillais avec Pierrette Bloch, de mon côté. Donc, j'étais moi-même très silencieuse et dès que je la quittais, je travaille énormément. Et c'est là où j'ai élaboré les dessins peut-être les plus incarnés et en même temps les plus immédiats. Alors donc, ça veut dire que ton travail a un rapport direct avec l'idée du temps. Complètement. Mais aujourd'hui, je vais de plus en plus vite. Ah non, là, tu cours après le temps, donc. Oui, ouais. Mais oui, je vais vraiment très très vite. Alors, je ne sais pas si... Ça t'interroge, ça t'inquiète? Non, je suis saisie. J'ai tellement, on va dire, galéré à l'atelier, à ne pas savoir où j'allais, ou à avoir le sentiment d'être à côté de ce que je faisais. Ça a été assez douloureux pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, j'arrive à l'atelier, c'est tellement... souvent, je vise assez juste. Enfin, donc ça va déjà beaucoup plus vite dans ce que je cherche, sans savoir vraiment... Parce que ce que tu cherches. Ce que je cherche, mais j'ai l'impression d'être au bon endroit assez rapidement. Alors ça, c'est quand même la grosse différence. Et dans la rapidité d'exécution, il y a aussi une énorme différence. Je ne suis plus dans un labeur. Ça, je l'ai quitté depuis longtemps. D'accord. J'ai l'impression que tu dis que je ne suis plus dans un labeur, comme si c'était quelque chose qui était soit oppressant, soit enfermant, enfin pas positif pour la création. Oui, parce qu'à un moment, c'était plus vivant. Je pense que je suis passée, ça devenait un boulot. Le labeur n'est pas dans la recherche, c'est ça que tu veux dire? J'aime bien quand les choses jaillissent, à un moment, quand il y a une énergie. Voilà, donc à un moment, elle n'était pas à son maximum, et maintenant, elle est davantage... Et alors, dans le temps présent, en dehors de la foire et de Draguignan même, tu travailles sur un projet particulier? Voilà, tu travailles sur le tout venant du quotidien? Alors, j'ai toujours 4 séries en cours. Donc, à un moment... 4 oui. Pas 5, 4. Bah, c'est souvent 4. Bon. Et à un moment, il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Mais, et en ce moment En ce moment, je suis vraiment sur ce fameux annexe et digression, donc ce prolongement de la monographie. Donc je pense en faire vraiment, alors là, de grands formats reproduits sur carton. Je vais ensuite reprendre. Donc je suis à fond là-dessus. Puis comme je suis un peu dans l'écriture, en fait, j'ai toujours eu des velléités d'écrire, d'être peut-être écrivaine. Bien que ce soit toujours fastidieux pour moi d'écrire, c'est fondamental à un moment de passer par cette réflexion écrite. Donc voilà, donc là je suis plus dans ce rapport de livre. Avec un projet particulier d'expo? Oui, donc je présenterai annexe et digression. En fait, ce sera en plusieurs volets. Ouais.
Donc ça commencera par l'Artothèque de Vitré prochainement. Ensuite, il y aura chez Réjeanne Loin à Loquirec en Bretagne. Voilà, un prolongement. Ensuite, la Galerie Fournier. Ensuite, dans un musée que j'aime beaucoup, qui se trouve à Rouen, le musée Sec des Tournelles. Donc le musée des outils et de la ferronnerie. Et pour toi ? Voilà, qui est pour moi donc lié au FRAC Normandie, qui va me soutenir pour une nouvelle édition. Et on va dire la conclusion sera au FRAC Marseille, donc dans une année. Donc c'est vraiment un enchaînement. Il y a un programme très très précis. Là, oui, c'est très précis parce que j'ai mis presque une année à configurer cette trame. Et voilà, donc je sais à peu près comment vont se développer. Alors, est-ce que, parlons de manière plus pragmatique des choses, tu es une artiste qui travaille aussi à côté pour vivre, si je puis dire, ou ton travail se suffit à lui-même ? Non, donc j'enseigne depuis environ une dizaine d'années aux Beaux-Arts de Rouen. Aux Beaux-Arts de Rouen. Et l'enseignement, c'est important, ça te plaît ? C'est une contrainte financière ? C'est quoi ? Ça mine un peu. Ça mine, c'est pas le terme. Non, en fait, j'aime beaucoup les étudiants. J'ai un plaisir à transmettre. Alors, je ne sais pas si je sais très bien transmettre, mais je pense que j'ai une espèce d'énergie, un truc. Donc, ça, a priori, ça passe assez bien avec eux. Et je transmets, je travaille avec eux autour des formes éditoriales, donc autour du livre. Ah oui, donc ce n'est pas le dessin que tu leur enseignes, ni le volume, mais autour des formes éditoriales. Voilà, donc je leur parle. Voilà, on est autour du livre. Je m'occupe en partie des mémoires avec le professeur d'esthétique Tania Vladova, mais je suis plus dans la réalisation de l'objet plastique. Donc c'est extrêmement gratifiant, mais pour que l'enseignement est intéressant si on y va à fond. Donc c'est épuisant. Enfin, il faut être attentif, évidemment, l'étudiant. Donc c'est quelque chose d'épuisant. Alors il faut vraiment doser entre ce que l'on fait et ce que l'on donne. Donc je travaille énormément. Par exemple, tout l'été, là, je suis 3 mois sans bouger à l'atelier. Donc j'ai vraiment des plages intenses de travail. Donc tu es quelqu'un qui, effectivement, travaille de manière abondante, très régulière. Ton atelier, il y a un atelier à Paris, hein, si j'ai bonne mémoire. Oui. Mais tu y travailles, non ? Pas Oui, vraiment, j'y travaille, donc dans le 18e, mais je ne fais pas les mêmes choses. Je fais des petites choses à Paris. Oui, parce que c'est un petit atelier, c'est pas un immense. Non, c'est un petit atelier, donc c'est comme une sorte de retraite. C'est là aussi où souvent j'ai mes visites d'atelier, c'est là où j'écris, et en revanche, en baie de Somme, là, j'ai un grand atelier. C'est important pour toi de participer à une foire comme Drawing Now ? Ah oui, c'est important parce que j'ai besoin de couper le cordon ombilical avec mon travail, donc c'est une façon de mettre de la distance avec lui. C'est ce qui arrive quand tu fais une expo aussi, non ? Pareil. Ah oui, salon, là ça engage quand même le salon un rapport de proximité avec des gens peut-être intéressés pour acheter, mais des gens curieux du travail. Donc j'aime bien cette proximité, c'est pour ça que je suis plutôt présente. Chaque jour je viens et j'aime le regard des gens sur mon travail ou leurs questions. Et puis moi, ça m'aide aussi à me situer par rapport à ce que je fais, de trouver les mots appropriés. Alors, si tu es ici sur le stand de la Galerie Jean Fournier, pour le rappeler, à 12, pardon, tu travailles avec d'autres galeries ? Je travaille Vas-y. Avec une galerie en Hollande, mais depuis une bonne douzaine d'années. Donc, suite à une résidence à Rotterdam, donc avec la galerie Phébus, donc Myriam de Winter, qui est vraiment, elle aussi, une amoureuse du papier et du dessin. Donc, et le rapport du regard à Rotterdam, à Paris, et en Bretagne, chez Réjeanne Loin, à Loquirec, on en a parlé tout à l'heure, donc ça fait 3 galeries. Oui. Est-ce que tu as perçu une différence de regard sur ton travail ? J'ai l'impression que pour ces 3 galeries, il y a une sorte de petite affinité. Je trouve les Hollandais très attentifs quand ils regardent. C'est proche de l'Allemagne. Donc il y a quelque chose qui est plus... Il y a énormément de monde qui s'intéresse. Un regard plus posé, non ? J'ai l'impression qu'il y a un public plus important en Hollande peut-être qu'en France. Et une très très belle attention en Hollande. Mais bon, après je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais voilà. Tout à l'heure, tu as évoqué une activité qui touchait au cinéma ?
J'ai parlé de cinéma. Ah oui, Oui, j'ai parlé. En fait, je me filme pas, mais par exemple, j'ai une ancienne étudiante, Aurélie Sement, qui est venue à l'atelier faire un film de moi au travail. Voilà. Mais en fait, elle avait posé la caméra par terre, donc c'était davantage de déplacement d'ombre et l'outil qui trace son chemin sur et dans le support. Donc on me voyait très peu. Donc j'ai 2 films à peu près de cette famille qui existent. Moi-même, je filme un peu, mais très très peu, assez peu. Et alors, qu'est-ce qui nourrit le travail en dehors de l'art lui-même? Est-ce qu'il y a le cinéma, la littérature, les voyages? On peut dire tout ça? Non, mais réellement, alors je suis un peu moins là au cinéma en ce moment. La littérature fait vraiment partie d'une chose constante. Et par exemple, là, je suis beaucoup dans les écrits d'artistes. Donc, en pensant aussi aux étudiants, mais j'aime aussi la parole et l'écrit d'artistes. Donc je lis par exemple, je suis une grande adepte des écrits de Camille Saint-Jacques, de Béatrice Cussol. Donc je suis très sensible. Oui, ce sont les écrits d'artistes, quasiment d'artistes presque de ta génération. Ma génération, ah oui, oui. Mais oui, par exemple, j'ai ressorti des écrits d'artistes de Kandinsky ou... Non, mais j'ai ressorti les écrits de Poussin, tu vois, donc ça peut varier. J'ai ressorti les écrits de Matisse, donc ça peut voyager, mais j'aime les artistes plasticiens qui écrivent. Enfin, ils m'intéressent, oui. Donc en ce moment, c'est ce que je lis. Mais là, j'ai acheté, en visitant l'exposition de Fautrier, L'Enragé de Jean Paulhan, c'est quand même exquis. C'est jubilatoire comme écriture, alors ça, j'ai un énorme plaisir. Alors peut-être comme ça, en guise de conclusion, puisque tu y as fait allusion à 2 ou 3 reprises, comment tu t'y prendrais pour entraîner le public qui t'écoute à aller voir l'exposition de Fautrier? Ah, comment je m'y prendrais? Et qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, si tu leur dis... Non, je réfléchis, non, je choisis une espèce une matière très très habitée, à la fois de la précision, une sorte de négligence, et il y a quelque chose qui se passe, à mon avis, rapidement au moment où il travaille. Et ça sous-tend toujours un rapport au réel. On sent qu'il regarde autour de lui les objets, enfin évidemment, mais il en garde comme ça une trace, une mémoire, mais il en garde surtout une matière. Je pense que c'est un grand coloriste. Et il y a quelque chose d'extrêmement présent et qui reste toujours très vivant dans la manière dont il engage la matière. C'est un retournement, donc c'est physique. Tes gestes me font sourire parce qu'on a l'impression que tu es en train de creuser les tableaux de Fautrier. Donc voilà, oui, ça c'est une peinture qui a vraiment du corps. Parfois c'est élégant, il y a une diversité. Hein. J'aime bien la première époque, j'aime bien. Oui, j'aime en plus le déroulé. Du travail. Oui. Bah, écoutez, moi, mais il y a une autre exposition que j'ai aimée là, c'est Daniel Pomerol. Chez Christophe Gaillard. Je n'ai pas vu non plus. Bah, voilà, tu nous as donné au moins l'envie d'aller voir 2 autres expositions et notamment celle de Fautrier. Mais enfin, en attendant, il faut surtout aller voir sur le stand, si vous ne l'avez pas encore vu, le travail de Dominique Debert. Et effectivement, ces grands dessins, je ne sais pas s'il faut les appeler des dessins, mais bon, allez, on va faire avec, où tu vas chercher la matière dans le dedans du support, on pourrait presque dire. Hein. Peut-être que j'ai pas été très précise par rapport à la lumière tout à l'heure. Je me dis, mais en fait, alors, j'ai oublié de dire une chose. C'est que ce que j'aime, même dans le cas de mes installations, c'est qu'à un moment, la lumière est derrière, mais elle est réellement là. Par contre, il y a une porosité dans le matériau qui est très ingrat. En fait, ce sont des volumes en carton. Quand on est à l'extérieur de ce volume, on est presque face à un blocos. Donc, il y a quelque chose de très âpre. Et en revanche, c'est à l'intérieur qu'on retrouve une espèce on va dire, d'intériorité. Et c'est là où la lumière se place et advient. C'est un message. Ah non, mais je ne l'ai pas dit, mais parce qu'il n'y a pas que lumière, il y a des contradictions, il y a des oppositions. Ça va ensemble, en fait. C'est à la fois râpeux et lumineux. Donc, tout à l'heure, parlant de Fautrier, tu disais que... Je ne sais plus comment tu disais la formule, mais tu parlais de la matière qu'il habitait.
Et je dois te dire que j'ai un souvenir d'avoir vu cette installation, non pas à Brighton, mais à Échirolles, et qu'effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre de l'habité qui était très fort. Oui. Ah oui. Surtout que l'espace est assez petit, donc le volume, c'est comme s'il était rentré avec difficulté tout à dans fait. l'espace. Voilà, eh ben, écoute, merci Dominique. Et puis Merci, peut-être, merci. si vous avez une question à l'égard, enfin, à adresser à Dominique, il faut en profiter. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Formule consacrée. Oui. Je voulais juste te demander, je suis arrivée très en retard, je suis désolée, si tu as un projet avec Aubusson. Il y a déjà une tentative qui n'a pas abouti, mais c'est envisageable. Oui. Ce rapport à la journée. Donc, j'en ai pas concrètement, mais je pense qu'un jour ça pourrait se faire. Bienvenue s'il y a des idées vers Aubusson ou la tapisserie des Gobelins. Dominique est preneuse. Est-ce qu'il y a une question? Eh bien, écoutez, alors merci de votre écoute et puis merci beaucoup. Bonne suite de visite au Drawing Now, A12, Galerie Jean Fournier. Merci bien.